Ce qui semblait autrefois être une fantaisie lointaine ressemble malheureusement de plus en plus à une possibilité réelle. Mais que se passerait-il vraiment si la Russie tentait d'envahir les États-Unis par l'Alaska 6 mois avant l'invasion? La guerre dans le Pacifique est dans une impasse. La Chine a réussi à envahir Taïwan, stationnant près de 200 000 soldats sur l'île. La réponse américaine a été retardée en raison de luttes politiques internes, mais finalement, les forces américaines se sont mobilisées à travers le Pacifique. Cependant, la réponse lente des États-Unis a permis à la Chine de traverser le détroit de Taïwan avec la majeure partie de ses forces. Avec les États-Unis, cédant l'initiative aux envahisseurs. Incapables d'établir une supériorité aérienne et navale dans les cieux et les eaux autour de l'île, les États-Unis et ses alliés font face à une bataille difficile et très coûteuse. 3000 avions de combat américains sont détruits dans les combats, la plupart alors qu'ils sont encore sur la piste, alors que des missiles balistiques chinois pleuvent du ciel, ainsi que 3 douzaines de grands navires de surface. Les Chinois subissent des pertes plus lourdes, mais étant plus proches du combat, ils peuvent concentrer leurs efforts et reconstituer rapidement leur puissance, menant à une impasse. La situation est mauvaise pour les États-Unis et risque de s'aggraver fortement. 4 mois avant l'invasion, la Russie a débuté le déploiement de troupes vers sa frontière extrême orientale avec la Chine. Prétextant renforcer la sécurité frontalière, les satellites espions américains suivent le transfert de grands navires de débarquement au QG de la flotte russe du Pacifique à Vladivostok. Selon les analystes du renseignement, la Russie pourrait cibler les îles japonaises disputées. Et avec la guerre contre la Chine consommant tant de ressources, une petite alliance dirigée par les États-Unis doit sérieusement envisager d'autoriser une occupation temporaire plutôt que de déclarer une guerre totale contre la Russie. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, l'Iran attaque Israël par surprise. Des missiles balistiques et des essaims de drones s'abattent sur la nation et les actifs israéliens, américains, jordaniens, britanniques et français dans la région se précipitent pour intercepter l'attaque. Des dizaines de drones trouvent leur cible, seulement un quart des missiles balistiques frappent juste. Les usines de dessalement israéliennes sont les plus touchées, plongeant immédiatement le pays dans une crise de l'eau car la petite nation dépend fortement de l'extraction d'eau potable de l'océan. On a l'impression que le monde plonge dans un autre conflit mondial. Et ce n'est que le début. 3 mois avant l'invasion, l'Europe est incapable de répondre à la crise dans le Pacifique ou au Moyen-Orient. Les États-Unis sont actuellement en plein conflit avec la Chine et coupent toute aide à l'Ukraine, laissant l'Europe seule dans sa tentative de contrer l'agression russe. Cela a permis à la Russie de réaliser des avancées significatives en Ukraine, atteignant la rivière Dniepr. La crise de l'eau en Israël s'aggrave malgré des tentatives désespérées d'en importer. Les rebelles Houthis soutenus par l'Iran ont rendu impossible l'envoi d'aide par la mer Rouge grâce à un afflux de missiles anti-navires et la marine américaine, ayant déployé la plupart de ses forces en Asie, est débordée pour maintenir l'ordre. L'aide qui avait été promise par les alliés européens dans la guerre des États-Unis contre la Chine n'a pas matérialisé après l'abandon qu'ils ont ressenti de la part des États-Unis, se retirant d'Ukraine, et à leur tour, les armées européennes sont incapables de neutraliser la menace Houthi sans les États-Unis. Soutien. Pour aggraver les choses, l'Iran a mobilisé son réseau de forces asymétriques pour lancer des attaques contre les frontières d'Israël et contre les navires destinés à se rendre en Israël. Les marines européennes ne sont pas habituées à opérer ensemble, et elles manquent de ressources logistiques et de renseignements que les États-Unis ont historiquement fournis. Un état de guerre ouverte entre Israël et l'Iran est déclaré. Mais avec 2 nations entre eux, la guerre est principalement menée par des frappes aériennes et de missiles. Une résurgence de menaces asymétriques dans la région et des appels à des forces de maintien de la paix par les Alliés forcent les États-Unis à déployer une grande force d'expédition. La puissance de combat américaine commence à être étirée en essayant d'éteindre plusieurs incendies mondiaux, tout en menant une guerre de haute intensité dans le Pacifique. La situation atteint son point de rupture 1 semaine avant l'invasion. La Russie commence à charger des troupes sur des navires de débarquement et des cargos civils convertis à usage militaire. Bien qu'incapable de rassembler toute sa capacité amphibie en un seul endroit, la Russie parvient tout de même à transporter près de 300 chars, plusieurs centaines de véhicules blindés et plusieurs milliers de soldats dans une seule grande force opérationnelle amphibie. La flotte serait normalement suivie par satellite et surveillée par des drones, des États-Unis à longue portée et des sous-marins, mais la guerre avec la Chine a abouti à la destruction ou à la neutralisation de leurs réseaux spatiaux par les 2 nations. Les États-Unis sont également en retard dans la production de sous-marins depuis 2 décennies et payent maintenant le prix pour cela. Néanmoins, un seul bateau parvient à suivre la flotte alors qu'elle quitte Vladivostok et se dirige vers le Pacifique. Au cours des prochains jours, la flotte fait un virage surprise vers le nord, pas vers le sud, en direction des îles japonaises contestées,
Bravant l'hiver et les conditions de la mer de Bering, la flotte est rejointe par une deuxième petite flotte de puissants brise-glaces près de l'île Saint-Laurent qu'il était prévu de déplacer. En dépit des tensions entre les États-Unis et ses alliés européens, l'alarme est donnée dans toute la structure de commandement de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Ils pensent que la cible la plus probable pour la flotte est une attaque surprise sur l'un des pays scandinaves. Mais le mouvement était une ruse. Les sous-marins russes ouvrent le feu, et le seul sous-marin américain est contraint de se dégager ou d'être submergé par l'apparition soudaine d'un grand nombre de sous-marins russes et d'avions anti-sous-marins. La flotte, libérée de leur queue, navigue vers le sud entre Unimak et les îles Akutan, le long des îles Aléoutiennes. En s'approchant, ils passent devant les ruines fumantes des radars, américaines, longue portée, détruites par des missiles chinois en début de guerre. Une partie de leur stratégie pour tromper les États-Unis à une attaque de bombardiers stratégiques du Nord sur le quartier général de la flotte du Pacifique à Hawaï. Décollant des bases aériennes d'Eielson et d'Elmendorf, États-Unis, les avions de reconnaissance tentent de suivre la flotte russe, mais les États-Unis, les forces aériennes ont subi d'importantes réductions pendant la guerre contre la Chine. La flotte est localisée alors qu'elle passe à côté des Aléoutiennes, un navire de la garde côtière les ayant découverts plus tôt, mais ayant été coulés après avoir transmis leur position. Il est maintenant clair que la flotte se dirige vers Anchorage en Alaska, l'un des rares ports en eau profonde, disponible pour une force aussi importante dans toute l'Alaska. La guerre russo-américaine a commencé. Le premier jour de l'invasion. Ce qui aurait autrefois été impossible a maintenant été rendu possible par une combinaison d'isolement, de distanciation des Alliés et des exigences d'une guerre de haute intensité et de multiples foyers de tensions mondiaux. Dans n'importe quelle autre circonstance, la flotte de F-15, F-22, F-16 et F-35 aurait fait pleuvoir la mort sur quiconque assez stupide pour tenter une approche des côtes de l'Alaska. Tous les F-22 et F-35 ont soit été perdus au combat, soit transférés vers des aérodromes plus proches des combats autour de Taïwan. Il en va de même pour les F-15C et F-15E d'Eielson et Elmendorf. La Russie riposte, et la flotte restante de F-15 tire des missiles anti-navires Harpoon plus anciens, faisant les premières victimes. Les navires d'escorte russes aident à repousser l'attaque aérienne, ainsi que la présence de multiples systèmes de défense aérienne bricolés comme le Buk et même le S-300, qui ont été en effet boulonnés sur de grands ferrys civils. Après des années de guerre en Ukraine, les Russes sont devenus des maîtres de l'improvisation. Certains harpons touchent néanmoins leur cible. Malheureusement, le missile a une petite ogive qui était déjà en question pendant la guerre froide. Moderne et massif civil roule-roule. Les navires roule-roule civils modernes et massifs ne subissent que des dommages modérés de l'ogive de 488 livres. Des missiles anti-navires modernes à longue portée avec une ogive plus robuste de 1000 livres sont très demandés dans le Pacifique et aucun n'est disponible pour la défense de l'Alaska. La garde côtière elle-même est totalement incapable de défier la flotte russe et on lui ordonne de rester en dehors du combat. Une pluie de missiles balistiques met cependant fin aux opérations de vol à partir de la base aérienne d'Elmendorf et d'Eielson. Malgré la présence de solides défenses contre les missiles balistiques, beaucoup d'entre elles sont de l'ancienne génération et sont submergées par une grande salve de missiles russes. Ils étaient destinés à se défendre contre une attaque à petite échelle par des acteurs voyous comme la Corée du Nord, pas une attaque de saturation majeure. Cependant, les opérations de débarquement ne se déroulent pas sans heurts. Les forces spéciales de Fort Wainwright, près de Fairbanks, sont arrivées à Anchorage hier, après un long voyage en Black Hawks. Les quais sont piégés et les navires coulés pour empêcher l'amarrage des bateaux russes. Il faut 2 jours entiers aux Russes pour décharger complètement leurs forces de combat. Ils sont de petite envergure, mais les forces américaines en Alaska le sont aussi, avec seulement environ 2 brigades dans l'État en temps de paix. La plupart sont déployés au Moyen-Orient à cause des combats, le reste se remet de leur précédent déploiement. La brigade d'attaque Loup Arctique de Fort Wainwright est rapidement déployée le long de l'autoroute 3. C'est une force de combat légère car il n'y a pas un seul char Abrams dans toute l'Alaska, mais sa grande mobilité et sa formation unique en Arctique la rendent extrêmement bien adaptée pour défendre contre l'incursion russe. En moins de 48 heures, les stratèges américains préparent un scénario. Les demandes au Moyen-Orient et dans le Pacifique sont élevées, et la valeur relative de l'Alaska est faible. L'Alaska est en fait le seul État que le président n'est pas légalement obligé de défendre. Grâce à la loi sur l'État de 1959, la stratégie américaine est la même depuis l'époque d'Eisenhower. L'Alaska serait probablement un front d'une guerre beaucoup plus grande et difficile à maintenir suffisamment de force pour la défendre avec succès. Les renforts des 48 États inférieurs prendraient du temps à organiser et à envoyer vers le nord et seraient probablement nécessaires sur des fronts beaucoup plus stratégiques d'une guerre plus grande. Une décision est prise.
la défense de l'Alaska serait assurée par des forces d'infanterie légères, mieux adaptées pour se déplacer en terrain difficile et plus faciles à transporter vers le nord que les brigades de combat lourdes équipées d'Abrams et de Bradleys. La garde territoriale de l'Alaska est réactivée. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la garde territoriale a mobilisé des milliers d'indigènes pour combattre la courte occupation japonaise. Les Alaskiens sont bien adaptés à la tâche. Le climat est rude, tout comme le terrain, et de nombreux Alaskiens chassent ou sont compétents avec des armes à feu en raison de la nécessité de se protéger de la grande faune. Des milliers de volontaires armés de fusils longs, de vélos tout-terrain et de motoneiges ont répondu à l'appel aux armes, s'organisant rapidement face à l'invasion russe d'Anchorage. Troisième jour de l'invasion. L'occupation d'Anchorage s'est déroulée plus facilement que ce à quoi l'hôte russe s'attendait. La seule force militaire importante près de la ville était à la base conjointe Elmendorf-Richardson, touchée par des missiles balistiques quelques jours plus tôt. Les Russes furent surpris de ne rencontrer aucune résistance, alors qu'une colonne blindée avec des chars T-90 avançait sur l'autoroute 1 vers la base. Lorsque les forces russes l'ont sécurisé, elles ont découvert qu'il avait été vidé de tout équipement sensible, y compris tous les ordinateurs détruits pour priver l'ennemi de toute valeur de renseignement. Les Russes n'auraient pas à attendre longtemps pour découvrir où les Américains avaient disparu. Le 5e jour de l'invasion, arrivant par 2 avions civils affrétés, 6 officiers militaires des forces armées finlandaises ont atterri à la base aérienne d'Eielson. L'article 5 de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord n'engageait pas l'Alliance à déclarer la guerre en cas d'attaque contre l'un de ses membres. Au contraire, il demandait seulement à chaque nation de répondre à la menace comme elle le jugeait approprié. Après que la nouvelle administration américaine a abandonné l'Europe à la Russie en Ukraine, les Européens ont rendu l'appareil. La plupart des pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ont répondu par des sanctions symboliques. Il restait peu de sanctions économiques significatives à exploiter après 5 ans de combat en Ukraine. La Finlande n'avait pas déclaré la guerre à la Russie compte tenu de sa position précaire le long de la frontière russe, et la réticence du reste de l'Alliance à affronter militairement la Russie. Mais elle avait envoyé une équipe d'observateurs en Alaska, avec la permission des États-Unis. L'Alaska abritait l'unique brigade de combat arctique de l'armée américaine, experte du combat dans le rude climat local. Mais ils étaient maintenant confrontés exactement au type de guerre pour lequel la Finlande s'était longtemps préparée avant de rejoindre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord face à une force de juste plus de 2 fois leur nombre et équipée de véhicules de combat lourds supérieurs. Des renforts frais arrivaient quotidiennement par mer et par air. Les hélicoptères d'attaque déchargés des navires ont donné aux Russes la supériorité aérienne. Tous les envois n'ont pas fait le voyage périlleux avec la marine américaine détachant une partie de ses sous-forces de la guerre autour de Taïwan pour intercepter les navires russes, mais suffisamment arrivés à Anchorage pour laisser les forces armées américaines en Alaska étaient largement surpassées. C'était exactement le type de guerre pour lequel les Finlandais se préparaient depuis des décennies, et leur expertise à la fois dans le combat arctique et leur connaissance approfondie des tactiques et équipements russes se révéleraient inestimables. 10e jour de l'invasion. Les avions de chasse canadiens avaient effectivement fermé le transport aérien vers le sud de l'Alaska, la nation déclarant finalement la guerre à la Russie après avoir jugé que la présence des forces russes à sa porte était un risque trop grand à tolérer. En réponse, la Russie avait lancé des missiles balistiques par-dessus le pôle Nord, menant le monde au bord du gouffre. Le Kremlin avait annoncé à plusieurs reprises qu'il n'utiliserait pas d'armes nucléaires, mais chaque salve comportait le risque qu'il mentait. Cependant, le stock de missiles balistiques de la Russie était faible et le bombardement des aérodromes canadiens avec des armes à longue portée était une provocation trop grande pour le Kremlin. Le fait que les ingénieurs aient simplement comblé les cratères et que l'aérodrome ait été de nouveau opérationnel en 24 heures seulement rendait l'exercice encore plus futile. Néanmoins, la force aérienne canadienne était en mauvais état. Avant même la guerre, elle peinait à satisfaire les exigences du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord pour défendre l'Amérique du Nord. Elle manquait aussi de nombreux cadres de missions spéciales essentielles pour démêler le réseau grandissant de défense aérienne russe émergeant dans Anchorage. Les États-Unis manquèrent de tout pour leur propre force aérienne compte tenu des 6 mois de guerre de haute intensité dans le Pacifique, aggravant les difficultés pour le Canada. Au minimum, ils pourraient empêcher les transports russes de traverser la mer de Bering. 12e jour de l'invasion. Les troupes choisies pour l'assaut de l'Alaska étaient tous des vétérans de combat aguerris de la guerre en Ukraine. Beaucoup avaient une formation au combat en Arctique, mais pas tous. Une fois que la Russie avait déployé de grandes forces compétentes dans les exigences uniques du combat par temps froid. Mais c'était avant le hachoir à viande de l'Ukraine. Cependant, les demandes des soldats restaient assez modestes, étant donné que la force russe avait à peine quitté Anchorage, augmentant lentement ses effectifs. Des éléments s'étaient déployés sur l'autoroute 1 pour sécuriser les ponts enjambant les rivières larges, mais peu profondes près d'Anchorage. La glace était assez épaisse pour être traversée si nécessaire,
expliquant probablement pourquoi les Américains ne l'avaient pas miné. Mais la vie à Anchorage était difficile. Une grande partie de la population locale s'était résignée, mais l'Alaska compte de nombreux chasseurs, trappeurs et amateurs de vie en plein air expérimentés. De nombreux habitants s'étaient cachés dans les forêts ou avaient rejoint la garde territoriale de l'Alaska reformée. Certains avaient commencé à former de petites cellules de résistance dans la ville même, et ce qui frustrait les efforts russes depuis près de 2 semaines maintenant était la présence d'un nombre inconnu de forces spéciales américaines. Ils ne portèrent pas d'uniforme et semblaient se fondre dans la périphérie de la ville, frappant à la fois au hasard et des cibles de grande valeur. Un système S-300 a été détruit par une attaque de drones, une volée de drones Switchblade grands et petits descendant sur l'unité de défense aérienne. Des brouilleurs de guerre électroniques avaient été installés pour protéger les sites clés, mais l'armée avait tiré des leçons du conflit en Ukraine, et les Switchblade de nouvelle génération étaient équipés d'une intelligence artificielle qui leur permettait de choisir leur propre cible si le lien à saut de fréquence vers leur contrôleur était brouillé ou interrompu. Ce n'était pas suffisant pour gagner la guerre, mais si rien n'était fait, cela conduirait à une mort par 1000 petites coupures. 3e semaine de l'invasion, plus de 1000 véhicules de combat étaient rassemblés à Anchorage, révélant le véritable objectif de l'attaque russe. Il ne s'agissait pas de prendre une ville ou un territoire, mais plutôt l'ensemble de l'État. Les nationalistes russes claironnaient déjà le retour triomphant du territoire de l'Alaska à la Fédération russe. La force massive éclipsait totalement la brigade de combat à attaquant unique qui se tenait entre les Russes et la seule présence militaire américaine majeure dans l'État à Eielson et Fort Wainwright. Il y avait cependant un problème significatif pour les envahisseurs, et c'était le système routier de l'Alaska. En bref, il y en avait peu. Une autoroute allait au nord vers Fairbanks, une autre à l'est vers la frontière canadienne. Les seules routes praticables pour les troupes russes étaient des sentiers de brousse trop étroits et accidentés pour les véhicules de combat. Et de toute façon, ils auraient nécessité la coopération des Autochtones d'Alaska pour naviguer, ce que les Russes avaient peu de succès à trouver dans la nature sauvage accidentée en dehors d'Anchorage. Dans le parc national de Denali, la première brigade de combat Stryker du 25e régiment d'infanterie avait établi des positions de blocage à plusieurs niveaux. Le terrain, avec ses forêts denses et ses pentes raides le long de l'autoroute 3, était un cauchemar pour un attaquant. C'était idéal pour un défenseur dépassé en nombre. 4e semaine de l'invasion. Les attaques avaient été constantes depuis le franchissement des principaux ponts à l'extérieur d'Anchorage, où le terrain devenait densément boisé. Les Russes ignoraient s'ils faisaient face à des forces militaires américaines ou à des partisans locaux, supposant un mélange des deux. Les utilisateurs de missiles anti-chars étaient probablement des forces militaires régulières. Le convoi russe était limité à la petite autoroute menant au nord d'Anchorage, parfois 3 voies de large, parfois 4. Plus ils avancèrent vers le nord, cependant, plus l'autoroute devenait étroite, limitant leur mobilité. Les attaques survenaient généralement des 2 côtés du convoi, ciblant le milieu et l'arrière des formations. Ainsi, dans le chaos, les Russes ripostaient aveuglément dans les bois. Mais avant que l'infanterie ne puisse sérieusement engager leurs embusqués, les Américains se fondraient dans la forêt, partant généralement en motoneige. Les drones réussissaient parfois à les poursuivre, mais même alors, les motoneiges se déplaçaient si vite et les bois étaient si épais qu'ils pouvaient rarement parvenir à éliminer plus d'une motoneige avant qu'ils ne soient simplement hors de portée. Beaucoup de drones se sont perdus dans les branches épaisses qui cachèrent les Américains pendant leur fuite. Les envahisseurs avaient apporté quelques motoneiges, mais prévoyaient surtout de confisquer l'équipement de mobilité hivernale nécessaire auprès des locaux. Après tout, l'Alaska comptait plus de motoneiges que de voitures. Ils n'avaient pas prévu une campagne massive de sabotage menée par les Autochtones, stimulée par des ordres diffusés sur les réseaux de télévision et Internet. Des milliers de motoneiges dans la région d'Anchorage et les communautés environnantes avaient soit disparu, soit été détruites avant que les Russes ne puissent mettre la main dessus. Les autorités russes ont exécuté publiquement quelques saboteurs découverts en guise de représailles brutales et de démonstrations de force. Cela avait entraîné une riposte de la population bien armée, avec une flambée des attaques partisanes à la suite des exécutions. 5e semaine de l'invasion. S'il y avait une seule bénédiction dans cette campagne d'enfer gelé, pensèrent de nombreux Russes, c'était que la puissance aérienne américaine était presque totalement hors de l'image. La Russie peine à imposer sa puissance aérienne face aux chasseurs canadiens équipés de missiles Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles, 260 à très longue portée. Maintenant, la petite flotte aérienne russe largement hors du combat. Ils n'avaient même pas pris la peine d'utiliser leurs hélicoptères d'attaque de manière significative, s'attendant pleinement à ce que les forces américaines cachées dans la nature les abattent avec des manpads dès qu'ils survoleraient. Ils seraient sacrifiés pour détruire les positions défensives américaines le long de l'autoroute 3 dès qu'elles seraient découvertes.
le terrain de plus en plus difficile et la route étroite rendaient extrêmement improbable que les assauts terrestres puissent accomplir la tâche, mais les Russes n'avaient même pas encore atteint la périphérie de Denali, le convoi vers le nord, rappelant le désastre du tristement célèbre convoi vers le sud vers Kiev, depuis la Biélorussie en 2022. Sauf que cette fois, les Russes avaient réussi leur logistique. Cette fois, le convoi a subi de multiples retards. En raison du nombre écrasant d'attaques, plus les Russes se déplacèrent vers le nord, plus les bois étaient épais et le terrain difficile. Les véhicules de combat étaient sans espoir de survie. De traverser les 3 pieds de neige de chaque côté de la route, aussi loin au nord, et s'éloigner trop de l'asphalte garantissait presque de rester coincé. La route ici n'avait que 2 voies, et la seule façon pour le convoi d'avancer était avec l'utilisation de chasse-neige. Le vaste convoi de 30 miles se divisait en petits groupes comme un long ver de terre segmenté. Les Américains ignoreraient les chars et les blindés, ciblant plutôt avec des missiles anti-chars, des mortiers et des fusils sans recul les camions de ravitaillement, de carburant et surtout les véhicules de récupération et d'ingénierie. Avec les véhicules d'ingénierie mis hors service, d'autres devraient être amenés de loin à l'arrière pour dégager la route des débris et permettre au convoi de continuer à avancer. Cela ajouterait un jour ou plus, pendant que les véhicules sont déplacés sur le côté avec précaution, certains se retrouvant bloqués sur l'accotement enneigé. À l'arrière, des partisans alaskiens harcèleraient le convoi par des tirs d'armes légères. Les officiers et chauffeurs russes étaient une priorité élevée, et même avec l'utilisation de drones, les hommes de la frontière de longue date auraient disparu bien avant qu'une réponse significative puisse être mise en place. Les transplantés des 48 inférieurs, les Alaskiens natifs et les autochtones ayant des lignées familiales millénaires dans la région savaient tous comment naviguer, vivre et survivre dans la nature sauvage impitoyable de l'Alaska. Ils étaient des fantômes s'ils le voulaient, les épaisses neiges empêchant toute tentative de les poursuivre. Les pertes s'accumulaient, atteignant 15% de la force d'invasion en morts ou blessés graves. 20% de ceux qui restaient avaient été blessés au moins une fois ou étaient tombés victimes de blessures dues au froid. Les troupes immobilisées en attente de progression étaient des proies faciles pour le froid rampant, approchant les moins 40 degrés au plus profond de la nuit, parfois plus froid avec le facteur éolien. L'hiver avait été choisi, sachant qu'il rendrait inutile pour les défenseurs de faire sauter les nombreux ponts qui enjambaient les centaines de rivières d'Alaska, et parce qu'il paralyserait toute tentative d'envoyer des renforts significatifs depuis les 48 États inférieurs. Mais les Russes s'étaient engagés dans ce combat, conscients qu'ils menaient une course contre la montre. Après avoir quitté la sécurité relative d'Anchorage, les troupes devaient rapidement atteindre leurs objectifs pour éviter de succomber à l'hiver. 2 semaines plus tard, et ils avaient à peine parcouru 100 miles. La 6e semaine de l'invasion, l'Alaska était tout simplement trop éloigné pour susciter une réaction majeure de la part des électeurs américains, et les forces russes étaient essentiellement contenues à Anchorage et dans les zones environnantes, rendant l'invasion une menace moins pressante dans l'esprit de la population. Il n'y avait donc pas de pression significative pour terminer rapidement la guerre du Pacifique Sud et réorienter les ressources vers le nord. L'Alaska serait finalement libéré si les Russes ne mouraient pas de froid en premier. Les affrontements dans le parc d'État de Denali furent violents. Les Américains s'étaient préparés pendant des semaines contre le lent convoi russe. La route elle-même avait été minée et piégée. Les explosifs placés sous la route ou sur les crêtes ont provoqué l'effondrement de la route dans de profonds ravins ou des éboulements de rochers qui s'écrasaient sur les véhicules de passage depuis le haut. De nombreux Russes ont plongé à leur mort ou ont été écrasés dans leurs véhicules. S'il y avait un avantage à la route étroite, c'est que les chars en tête de l'avancée pouvaient présenter leur front fortement protégé à l'ennemi. Mais cela n'a pas beaucoup servi lorsqu'ils n'étaient pas confrontés à des chars, mais plutôt à des véhicules anti-chars très mobiles armés de missiles guidés ou à des équipes anti-chars déployées le long des crêtes ou dans les forêts. Les Russes avaient tiré des leçons de l'Ukraine, mais ne faisaient pas face à l'armée ukrainienne. Ils faisaient face à une force combinée moderne. Les frappeurs ont tiré des missiles depuis des points d'observation le long des routes de terre parallèles à l'autoroute ou derrière des barricades de troncs d'arbres épais, reculant rapidement et disparaissant de vue sur l'autoroute sinueuse avant que les chars russes ne puissent répondre. En même temps, des équipes de drones déployées ont déversé des drones Switchblade le long de l'infanterie russe qui tentaient de descendre et de défendre le convoi, tandis que d'autres drones agissaient comme observateurs avancés pour les équipes de mortiers. Des équipes anti-chars ont encerclé les crêtes et tiré des volées de missiles avant de disparaître à nouveau dans la nature. Les Américains se sont retirés peu après le premier contact, refusant un engagement décisif. Ils échangèrent du territoire contre du sang, conscients que toute défense statique favoriserait la supériorité numérique russe, même dans des espaces restreints. L'hiver jouait aussi en leur faveur. Ils n'avaient pas à vaincre tous les chars de la Russie, ils devaient seulement les priver de carburant et les hommes de nourriture et de vêtements chauds. 3e mois de l'invasion.
La bataille de Denali avait pris presque un mois entier, à la fin duquel les forces russes avaient finalement réussi à franchir le terrain difficile du parc national et des zones adjacentes. Le coup était immense. En lançant leur flotte d'hélicoptères d'attaque de manière sacrificielle contre les défenseurs américains, ils ont ravagé les attaquants américains, mais au prix de presque tous leurs K-52. Il n'y en aurait plus maintenant que le Japon avait officiellement déclaré la guerre à la Russie et qu'une force opérationnelle navale conjointe japonaise-américaine avait coupé la voie maritime d'Anchorage à Vladivostok. Le terrain après Denali s'est considérablement aplati et les forces américaines ont battu en retraite précipitée plus au nord vers Fairbanks. Cependant, le terrain est vite redevenu ardu et les Américains ont détruit le pont de Hurricane Gulch. Le ravin n'était pas particulièrement impressionnant, à peine une centaine de pieds de profondeur, mais il était abrupt, et le pont avait été le seul moyen de traverser à part un pont de chemin de fer qui avait également été détruit. Il n'y avait pas une seule autre route dans cette région sauvage que les Russes pouvaient utiliser. L'autoroute 3 était le seul lien entre Anchorage et Fairbanks. Les Russes avaient évidemment apporté du matériel de pontage. Les forces américaines avaient naturellement fait de ce matériel une priorité pour leur destruction lors de leurs raids incessants sur le convoi. Ils pourraient affranchir le ravin et ils pourraient les pousser plus au nord, où le terrain devenait encore pire. Juste après la petite ville de Cantwell, l'autoroute traversait une chaîne de montagnes, et les soldats russes frissonnaient à l'idée des cauchemars que les Américains leur avaient préparés là-bas. Ils saignaient à blanc lors d'un voyage sur la route de près de 3 mois à travers l'enfer. Le printemps approchant n'apporterait que peu de soulagement, autre que de ralentir les Américains. Car ils ne peuvent plus fuir rapidement en motoneige sur un terrain en fonte. La rupture du printemps rendrait utile de recommencer à faire sauter les ponts et apporterait une horde de moustiques, l'oiseau d'état non officiel de l'Alaska, rendant les soldats misérables. Cela rendrait également plus de terrain accessible aux équipes d'embuscade et les rendrait plus difficiles à suivre, car ils ne laisseraient plus de traces révélatrices derrière eux. La campagne était une proposition perdue selon toute mesure. Au mieux, les forces russes pouvaient espérer sécuriser Anchorage et ses environs. Se diriger vers l'est en direction du Canada les mettrait seulement en contact avec les forces armées canadiennes, qui avaient aussi considérablement fortifié l'unique route que les Russes pourraient emprunter pour les menacer. Mais même à Anchorage, malgré le remaniement naval dans le Pacifique et les pertes chinoises croissantes, les Russes ne pouvaient espérer un réapprovisionnement significatif. Ce qui se passerait, c'est qu'ils seraient piégés dans la petite poche de l'Alaska qu'ils avaient réussi à revendiquer, complètement submergés par l'immense étendue sauvage de l'État américain le plus sauvage. Les États-Unis pourraient alors utiliser leurs forces aériennes, libérées du conflit chinois, contre les troupes russes à leur guise. Routes étroites, similaires aux tactiques défensives américaines qu'ils avaient utilisées, étaient un piège mortel pour une armée sans supériorité aérienne tentant le même exploit. Allez maintenant voir, et si les États-Unis lançaient une bombe nucléaire minute par minute avant que vous ne soyez enrôlés dans l'armée alaskienne de Poutine? Ou cliquez sur cette autre vidéo.